Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël en famille, que vous avez été ludiquement gâtés, que toute votre famille vont bien. Moi, je suis sous 42 fièvres. Raconte pas ta vie, ouais. Donc aujourd'hui, nous accueillons Florent Grenier de la maison d'édition Gregame. Il y a eu un petit couac sur les 3-4 premières minutes de l'enregistrement. Donc pendant ces 3-4 premières minutes, Florian nous expliquait qu'il était aujourd'hui médecin généraliste à mi-temps avec Gregame et que le jeu par lequel il était revenu dans le jeu de société moderne était Catan. C'est drôle parce que, en tout cas, presque tous mes invités pour le moment, et moi aussi, ont commencé un peu avec ce jeu. Après, c'est un jeu qui a marqué une génération aussi, je pense. Je sais pas, tu as quel âge, toi ? À cette époque-là, t'avais pas beaucoup de jeux, en fait. Non, c'est sûr. T'avais soit des jeux très compliqués, soit dans les jeux accessibles, mais avec un peu de stratégie. C'était l'un des seuls, je crois, qui était vraiment, en tout cas, démocratisé. Ok. Et du coup, toi, pourquoi tu as créé Gregame plutôt que de continuer en tant que auteur ? Tout simplement parce que j'avais envie d'aller au-delà de. En fait, quand j'ai commencé, j'avais déjà 2 jeux édités. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que moi j'étais médecin légiste, j'avais 2 jeux qui étaient en cours d'édition, donc j'avais vu un peu comment ça se passait quand tu étais auteur de jeu, et j'avais envie d'aller au-delà. En fait, j'avais envie de choisir la direction artistique, j'avais envie de choisir le matériel qu'il allait avoir dans les jeux, j'avais envie de, sans forcément m'auto-éditer, mais en fait, quand j'ai découvert les différents métiers, la création, ça m'a tout de suite passionné, c'était super, je l'ai fait, et en fait après j'avais envie de voir ce que ça faisait d'être éditeur, de construire un projet, de le mener à bien, de développer un jeu avec l'auteur, avec les auteurs, de choisir la direction artistique, de créer la production, tout ça. Donc j'avais envie de voir cet aspect, et en fait je crois que c'est l'aspect le plus plaisant d'ailleurs, même si j'adore créer et que je continue à créer des jeux de temps en temps, vraiment le côté chapeauter un projet et le mener à bien, c'est vraiment hyper intéressant. Un peu comme moi, parce que moi je viens du monde de l'audiovisuel, je suis monteur dans la publicité depuis longtemps. C'est vrai que c'est un peu un métier comme un producteur de film qui pousse son film, qui choisit le bon chef-op, qui choisit les bonnes équipes pour pouvoir avoir le plus beau projet, ou en tout cas le projet comme l'auteur et comme lui a en tête. Tout à fait, ouais. Puis t'as la réunion un peu de plein de gens, de plein de métiers en fait. T'as les illustrateurs, t'as auteurs, graphistes, t'as la com, t'as plein de choses à gérer et plein de gens que tu vas rencontrer grâce à ça. Donc c'est vraiment, c'est passionnant quoi. Tous les jours j'en apprends, c'est cool, c'est chouette. Ok, et du coup c'est par exemple toi pour les jeux et pour en tout cas pour Gregame, j'ai l'impression que c'est une impression que j'ai qu'il y a une DA, en tout cas une ligne éditoriale. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste une impression que moi j'ai ? Non, forcément en fait on essaye on essaye pas. En fait, il y a rien. Des fois, c'est pas forcément conscientisé, mais effectivement, on a une appétence pour un certain style, pour un certain graphisme, un certain design, et c'est vrai que on le fait varier en fonction des projets parce que tout ne peut pas s'ajuster ne peut pas être compatible à tous les projets, mais effectivement, il y a une ligne directrice dans la direction artistique de nos jeux, c'est sûr. Ouais. Parce que par exemple. En tout cas, moi, quand j'arrive dans un magasin, je reconnais assez facilement un jeu Gregame, parce que c'est quand même assez épuré. Il y avait parfois, comme Nida Délire Aurora, une image centrale avec le reste très épuré autour. Ouais. Et même les nouvelles boîtes, comme Syncroyum que toi tu as fait, où là vous avez fait un nouveau jeu qui était de la Game Jam. Et le jeu, j'ai l'impression que c'est très uni, et puis c'est très minimaliste comme DA. Ouais. En fait, alors ça vient aussi. Alors il y a d'un parce que on aime ça, et de deux aussi parce que c'est la rencontre aussi avec une des graphistes qui nous a accompagnés sur tous nos projets jusqu'à maintenant. C'est Valériane Ollet qui fait un super taf. Mais c'est aussi son école, c'est aussi sa façon de faire, et du coup ça fait que on se retrouve bien là-dedans, et on a des jeux effectivement qui sont, quand on lance en fait des boîtes, il y a une gamme qui se met en place avec tout est millimétré sur ce qu'on met à tel endroit, etc. Donc tu retrouves par exemple cet aspect gamme dans Super Mini Box, dans les Nidavellir Roi, etc. Ouais. Ok. Et du coup, ça, c'est vraiment une volonté de votre part. C'est court, par exemple, moi, en tout cas, pour
je trouve ça intéressant, en tout cas en tant qu'éditeur, d'avoir, au-delà de la qualité du jeu et de ce qu'il y a dans la boîte, quand on est en rayon, de dire ok, ça je sais que c'est tel éditeur, ça je sais que c'est tel éditeur. Par exemple, moi je suis capable, quand c'est Bombix ou même quand c'est vous, je sais direct, même le jeu est bon ou mauvais, ça c'est pas la question, mais je sais direct que c'est vous. Et je trouve ça, en tout cas moi je trouve ça vraiment cool. Et je trouve que du coup quand on arrive en magasin et qu'on aime bien les jeux de cette de cette maison d'édition, je trouve ça cool. Ouais. Nous, en fait, on essaie vraiment de faire un truc, c'est que quand tu vois nos jeux, c'est soit t'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. L'intérêt, c'est que quand tu fais quelque chose, il faut susciter de l'émotion, de l'envie. Et ça me dérange pas qu'on dise j'aime pas. Ok, bah t'as le droit de pas aimer et c'est bien. Au moins on a créé quelque chose. Je veux pas juste que ça soit ok. Tu vois, c'est beau. Voilà, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois. Ok. Et du coup, là, vous avez des projets en développement en ce moment chez Gregame? Ouais, bien sûr. Là, en développement pur, là, en fin de dev, on a Bloody Grove, qui est le deuxième jeu de la saison 2 des Super Mini Box. En gros, le premier jeu, c'est Mythic Arena. C'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et de Corentin Lebras. C'est illustré par Simon Caruso et ça arrive pour Cannes à peu près, juste après Cannes. Et c'est le premier jeu de la saison 2. Après, d'ailleurs, on va avoir Bloody Grove qui va arriver. C'est un jeu de Jérémy Belzon, illustré par l'Occiput Tattoo. C'est un tatoueur de Grenoble qui a fait un truc vraiment chouette. Il y a Antise qui est le dev est fini parce que là il sort de production et il arrive courant janvier, fin janvier, début février. C'est le jeu d'ambiance qui joue dans le noir, qui permet de transformer en lieu hanté n'importe quel endroit. On a en cours de là le développement est fini. C'était le jeu de Bruno Catala et Serge Lager qui va s'appeler Nida Vellar pour l'instant. Qui va sortir à Cannes 2026. Le développement est fini. On va passer ensuite à tout ce qui est direction artistique et illustration. Et donc, ça, on espère qu'il soit fini pour fin premier semestre. Et puis après, il partira en production. Je réfléchis. Après, on a des trois projets qui sont pas encore signés, pas aboutis, mais qu'on regarde, qu'on suit. Donc voilà. Et du coup, comment, en tout cas, vous choisissez vos collaborations, en tout cas les jeux que vous voulez éditer ou les éditeurs ou les auteurs que vous voulez, avec qui vous voulez travailler? Ça se fait sur un coup de cœur ou sur un projet que vous aimez ou sur un développement? Alors, c'est forcément un projet qu'on aime. On a beau adorer les gens, si le jeu nous plaît pas, on va pas partir dessus. On n'est pas maso, parce qu'on va y jouer beaucoup, on va beaucoup tester. Donc, il faut qu'on adore le jeu, premièrement. Ensuite, il faut que les gens avec qui tu peux avoir le meilleur jeu du monde, si malheureusement il y a rien qui se passe entre nous, ça accroche pas. On va pas travailler avec une personne avec qui on n'a pas d'atome crochu non plus. L'idée c'est de se faire plaisir, donc. Projet priorité quand même. Après, c'est les personnes, mais l'un et l'autre vont ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a un qui ne matche pas, on n'avance pas plus. Et puis, une envie. Par exemple, là, quand on me présente Antise il y a un an ou deux, c'est d'un, le jeu, c'est une tuerie. De deux, les auteurs, ils sont hyper sympas et je les adore. Et de trois, c'est pour ça qu'on veut faire des jeux. C'est un jeu ultra atypique qui nous permet de se faire hyper plaisir à faire un jeu que personne d'autre ne peut faire ou n'a déjà fait en fait. Antise, c'est ultra chouette, ça joue dans le noir. On a mis de l'encre UV sur certains points de jeu pour que ça soit cool. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer avec l'ambiance, avec le concept, avec l'objet, et c'est un plaisir de fou de faire ce jeu. Et du coup, ça va être un party game ou un party game un peu plus... Parce que j'avais vu qu'il y avait des party games, mais c'était pas des party games, on va dire, accessibles, qui étaient un peu plus compliqués. Il fallait quand même déjà être joueur pour... Ouais. Alors nous, en fait, effectivement, nos party games, en général, ils ont quand même une petite couche de règles qui fait que l'entrée dans le jeu, c'est un peu, c'est un poil. Il faut être initié en fait. Faut avoir un peu l'habitude de jouer. Après, l'idée c'est que Antise, il sort dans cette gamme de jeux d'ambiance comme Dany, c'est des jeux qui sont accessibles, mais il y a quand même des règles.
Et c'est pas un Skijo, c'est pas un Uno, c'est sûr, tu vois. Mais si t'as vraiment la motivation de jouer et de te faire plaisir, tu joues sans problème, quoi. Ok. Et du coup, j'ai vu aussi que chez Greg vous aviez organisé des bootcamps. Ça, c'était une volonté un peu de développer, de faire une académie ou quelque chose comme ça, ou c'était juste pour vous faire plaisir? Les deux. En fait, l'idée de la base, la base de base, c'est de se faire plaisir. En fait, c'est venu d'une discussion qu'on avait de se dire, moi, quand j'étais jeune auteur ou quand j'ai commencé à vouloir créer et à montrer mes créations, qu'est-ce qui m'a manqué en fait? Et au final, ce qui m'a manqué, ça a été donné par Ludovic Maublanc, c'est un auteur hyper connu qui a fait Cyclades, avec Bruno Catala, qui a fait plein d'autres jeux comme Cash and Guns. Et en fait, donc, Ludo, on a commencé à faire un jeu ensemble et en fait, ça a été une sorte de comment ça s'appelle? En gros, il m'a le mot m'échappe, mais si tu veux, en fait, en même temps qu'on faisait le jeu ensemble, j'apprenais énormément de lui en fait, et je me suis dit un mentorat, c'est une sorte de mentorat en fait, ouais, ça y est. Donc c'est un peu mon mentor, il m'a appris plein de trucs et je me suis dit si on avait pu me donner à un moment donné des clés pour aller plus vite, comme après il est venu le faire, et ben j'aurais pu avancer plus vite dans le game design, dans l'expérience de création. Donc l'idée c'était de créer des moments de rencontre avec une dizaine d'auteurs et de faire pendant 4-5 jours du travail sur les protos, sur aussi plein de trucs, genre comment entrer en contact avec un éditeur, comment faire des mails corrects, parce qu'en fait on voit des milliers de mails passer où les gens c'est bonjour, j'ai un jeu, quand est-ce que je signe chez vous? Tu vois, ça Okay. c'est bien, mais ça apporte pas grand-chose, tu vois. Donc en fait l'idée c'était de montrer comment les gens pouvaient faire des mails pour se démarquer, des mails ultra carrés avec les attentes des éditeurs. Après aussi, ces personnes, on leur a donné notre carnet d'adresse, on a donné des contacts avec d'autres éditeurs. On a eu Mathieu Despnous de Cocktail Games qui a suivi le projet et qui nous a accompagnés aussi, qui aimait bien ce projet-là, et donc à chaque bootcamp qu'on a fait, il a été présent avec une petite visio, il a montré ses locaux, il a expliqué aussi comment lui fonctionnait, il fonctionne complètement différemment de Greg Games parce que d'un, il est énormément plus gros que nous, et puis deux, il a vraiment une façon différente de fonctionner, et c'est très chouette que les auteurs puissent voir qu'en fait, en fonction de chaque éditeur, il y aura des choses différentes qui vont arriver. Et donc ouais, c'était super expérience, ça. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, un jeune aujourd'hui qui veut devenir game designer, déjà, il n'y a pas d'école ou de formation qui existe. Ça n'existe pas. Après, il y a des livres, on peut se renseigner. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est une très bonne démarche. Et vous avez l'intention d'en faire une par an ou d'en faire plus, ou c'est juste de créer une école peut-être, je sais pas. Alors moi j'ai l'impression au contraire que ça se démocratise à fond l'enseignement du game design. Alors avant c'était vraiment dans les écoles des jeux vidéo en fait, où ils demandaient à des game designers comme même Antoine Boza par exemple ou d'autres ont fait des cours dans des écoles de game design de jeux vidéo. Mais avant c'était vraiment des options, je sais pas si c'est des options, mais en tout cas des cursus très courts, enfin des moments de l'apprentissage. Là, j'ai l'impression qu'il y a des cours, de plus en plus de cours de game design qui sont en train de se créer. Et sinon, quant au bootcamp, en fait, le bootcamp, nous, on est une petite équipe, ça demande énormément d'énergie. J'imagine. L'idée, c'était que ça reste et qu'on fasse ça régulièrement. Mais on s'est rendu compte qu'on s'épuisait à faire ça, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on sortait des 4-5 jours, on était sur les rotules, et on en a fait 2 d'affilée. En gros, le dernier, Serge, aurait dû être un intervenant, et malheureusement, il était déjà malade. Du coup, il n'a pas pu faire l'intervenant sur ce bootcamp, et ça fait que derrière, on a un peu perdu l'énergie, même si, tu vois, nous, en fait, le truc, c'est que le bootcamp, il s'arrête pas au bootcamp. Là, tous les gens que j'ai eu au bootcamp 1 et bootcamp 2, ils continuent à m'envoyer des mails. Dès que je peux, j'essaie de checker leurs protos. S'il y a besoin ou ils me demandent des choses, je réponds à leurs demandes. Tu les suis un peu comme tu es vraiment leur mentor, tu les suis, même si... Et est-ce que, du coup, il y a un jeu d'un de ces auteurs qui est sorti chez vous, ou non, pas encore, ou peut-être il y a un jeu qui va sortir ou... Ouais.
Alors en fait, nous, tu sais, il y a dans le Bootcamp 1, il y a Thomas Favrelière qui était, et depuis, il a signé plusieurs jeux, dont 2 jeux chez nous, qui s'appellent un Synchro et Kitsu. Bon, c'était pas des jeux qu'il présentait au Bootcamp, mais on l'a connu au Bootcamp, Thomas. Après, dis-toi juste que sur le premier Bootcamp, ils étaient 8 ou 9. Il y en a 6 qui ont signé des jeux déjà. Il y en a un, je crois, c'est depuis... Naishi, je crois, il était dans celui qui a fait Naishi. Ouais, c'est ça. Alors Naishi, c'est dans le Bootcamp 2. En fait, c'est Alex et Mathieu. Il va me tuer. Et Mathieu, Alex et Mathieu qui ont créé ce jeu. Et en fait, ils se sont rencontrés au Bootcamp. Donc en fait, l'idée, on a permis à des gens de se rencontrer et à partir de là, ils deviennent des co-auteurs sur certains jeux, etc. Et c'est vraiment très chouette. Donc, tu vois, Bootcamp 1, je crois que quasi tous ont signé. Bootcamp 2, plus de la moitié ont signé des jeux. Ceux qui n'ont pas signé de jeu, ils vont bientôt le faire parce que là, je continue à suivre leur travail et c'est vraiment très bien ce qu'ils font. L'autre chose hyper importante, c'est qu'en fait, le bootcamp, c'était aussi pour se dire que le monde du jeu fait rêver, il est en pleine explosion, tu vois, il y a de plus en plus d'auteurs ou d'autrices, de personnes qui veulent devenir auteurs ou autrices de jeux, mais on voulait montrer qu'il y avait du travail derrière et que c'était pas rien de faire des jeux. Et en fait, surtout, l'intérêt, c'était de montrer à des gens qui ont des boulots à côté, qui ont des vies de famille, que il y a des marches quand même importante et que s'ils sont pas prêts à faire des sacrifices, parfois c'est compliqué d'aller en avant. Et en fait, tu vois, il y a un retour qui a été super sur le premier bootcamp, c'est un gars qui est venu, il pensait à fond faire son métier dans le monde du jeu, se professionnaliser dans le monde du jeu, et finalement il s'est rendu compte que c'était pas pour lui, et du coup il a accepté une offre d'emploi dans un autre pays, il y est allé et là on a des photos, il vit sa meilleure vie et en fait s'il était resté dans cette idée de vouloir il aurait peut-être dit non à cette opportunité et voilà, donc c'est assez intéressant aussi de se dire que ça, au moins ça permet de voir la réalité des choses en fait à des gens qui ont des rêves, tu vois. Parce que surtout, oui, c'est un peu comme tous les métiers d'art, un peu. Moi, je fais de la photo, je fais, on va dire tous les métiers d'art. Ça a l'air facile entre guillemets, ça a l'air abordable plutôt que facile. Facile, c'est pas le bon mot parce que c'est abordable. On va dire créer quelque chose. Si on a envie de créer quelque chose, on peut créer quelque chose, que ça soit de la photo, faut juste un appareil photo, que ça soit créer un jeu, faut un peu de matériel, mais on peut créer un jeu, que ça soit un film, maintenant on peut même avec un iPhone, on peut faire un film, mais c'est pas juste le matériel, après c'est un peu comme un iceberg, il y a la petite partie qu'on voit, mais il y a beaucoup de travail en amont, que ça soit, moi je connais pas trop l'univers du jeu de société, je suis un gros joueur, mais on va dire tout ce qui est édition, je connais pas. Après, je connais beaucoup le monde de la production. Plus j'ai interrogé aussi Pierrot de Kif, on a discuté avec lui, et plus je parle avec les éditeurs, plus je me dis en fait le monde de l'édition c'est très 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 proche du monde de la production, énormément proche dans le développement, dans tout, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent vraiment pareil. Du coup, pour rebondir un peu sur le bootcamp, j'ai vu aussi que vous avez fait une game jam avec un reportage, c'était avec je me rappelle plus, c'était avec quelle équipe déjà? L'équipe Kaedama. Voilà, Kaedama. Je cherchais le nom de Théo, mais c'est ça. Du coup, déjà, le Game Jam, moi, j'ai regardé le reportage, je l'ai trouvé très cool. Et est-ce que vous avez l'envie d'en faire d'autres pour lancer des jeux de telle façon, parce que à la fin, le jeu est sorti, ou est-ce que c'était juste une envie, un essai que vous avez fait comme ça, et est-ce que après je lance des idées comme ça, faire une sorte de crossfit par exemple avec le bootcamp et la game jam, et à la fin ça fait quelque chose. Vraiment, c'est des idées que je lance comme ça, mais je me dis alors en fait l'idée c'est que nous en fait on veut juste faire des événements cool avec et surtout en fait qu'il y ait un aboutissement en fait, tu vois. Faire des événements, s'il n'y a pas d'aboutissement derrière, c'est quand même du travail, et c'est du travail pour les gens qui participent, et voilà. Donc là l'idée c'était en fait effectivement la Game Jam, c'était une façon de faire de la publicité sur le lancement des Super Mini Box avec cette création de jeu. Par contre, on a tenu les règles de façon hyper carrée, c'est-à-dire que si à la fin des 3 jours
le jeu ne fonctionnait vraiment pas. On sentait que, mais les auteurs étaient, bien sûr, les auteurs sont. Pourquoi j'ai pris la team Kaedama? Parce que ils sont ultra compétents. Oui, voilà, ils sont très rapides aussi dans le. Ouais. Ils créent souvent beaucoup de jeux. Et je sais, par exemple, ils créent aussi des jeux très rapidement pour les entreprises, des choses comme ça. Donc ils ont une capacité de création. Et comme en plus, ils sont quand même 3 ou 4, je sais plus. Mais ils ont quand même. Ils sont 4 et du coup, ils ont quand même une force de frappe assez forte. Oui. Bah, ils sont compétents, ils travaillent bien ensemble, ils sont rapides dans ce qu'ils font et surtout ils sont très critiques. C'est-à-dire que ils étaient comme nous, c'est-à-dire que si jamais au bout de 3 jours ils n'étaient pas contents de ce qu'ils proposaient, ben on le bénait quoi. Nous voilà. Donc là l'intérêt c'était mais j'avais confiance de toute façon. Et puis à la fin on a eu quelque chose de très 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 cool. Et derrière après il y a eu par contre le vrai dev, c'est-à-dire qu'en fait on a eu pas mal de questions sur mais à la fin des 3 jours c'était fini. Non bah non jamais. C'est impossible. Après on va dire vous l'avez développé, vous l'avez équilibré, vous avez fait plein de choses j'imagine. Alors là ce qui est bien c'est quand tu travailles avec l'équipe, en fait ça dépend avec des gens avec qui tu travailles. Quand tu travailles avec certains auteurs, ils aiment bien garder la main sur leur jeu et continuer le développement, etc. Donc là c'est l'équipe, c'est la team Kaedama qui a continué le développement du jeu en faisant des retours, ils me faisaient tester les versions, j'en faisais des retours sur, mais voilà. Mais en gros oui c'est ça, l'idée c'est que derrière dans tous les cas, même une fois qu'on a l'idée du jeu et que le jeu fonctionne plutôt bien, il faut encore le tester, le développer, il y a plein de choses, on se rend compte qu'il faut encore gratter et modifier. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Golden Crash. Donc voilà. Après pour en revenir un peu sur les gars du bootcamp, oui ça on y a pensé. Maintenant il faut qu'on arrive à trouver les bons moments, sachant que ils sont tous partis aussi vers des chouettes aventures. Il y en a qui bossent maintenant dans le milieu du jeu, il y en a qui ont commencé à éditer leur jeu, à créer des jeux qui se font signer, pardon. Et là donc en fait nous on a signé également aussi le jeu de Jérémy Belzon, c'est un jeu du premier bootcamp qui va enfin arriver, qui s'appelle Bloody Grove là, et donc qui arrive bientôt l'année prochaine. Donc tu vois, au final on a signé des jeux de ces auteurs et voilà, et c'est chouette. Oh, c'est vraiment, en tout cas je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres éditeurs en tout cas qui font des événements comme ça en tout cas. Peut-être j'ai juste pas connu, mais après je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui comprennent pas pourquoi on fait ça, mais en fait nous on travaille quotidiennement avec des auteurs et des autrices et notre intérêt c'est que plus ces personnes-là connaissent le milieu dans lequel ils travaillent et plus ils sont efficaces, plus ils sont forts, plus ils sont bons tout simplement, plus la relation avec eux va être au top en fait, et plus en fait ils vont placer des jeux, et plus ça va être, en gros ça va être un cercle vertueux en gros. On leur explique comment fonctionne l'édition et comment quelles attentes un éditeur peut avoir. Et ça leur permet du coup de passer rapidement des caps dans la création, dans comment comment ils envisagent, comment ils voient la situation ludique et ce qu'il y a à faire. Je sais pas comment dire, mais tu vois, l'idée c'est qu'ils ont une meilleure vision du milieu dans lequel ils évoluent. Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est riche avec plein de facettes. Et donc, plus tu connais ces facettes, mieux c'est pour toi. Et en fait, c'est tout bénef d'avoir des gens qui c'est mieux pour tout le monde en fait. Connaissent ça sur le bout des doigts et qui ont les connaissances suffisantes. Voilà. Ça facilite un peu aussi votre travail. Et mais du coup aussi, et puis c'est en tout cas j'ai l'impression que si c'est t'as créé aussi Grugame, bon, pour que ça soit ton métier, ton petit bébé, toi et ta femme, mais aussi pour la relation avec les gens et pas que le côté business. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, qu'il y a aussi une grosse partie humaine dans ça, autre que business, même s'il y a le business, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, on doit manger, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté très humain de pourquoi tu as créé Grugame, et c'est pour ça aussi que tu fais ces événements qui sont in fine très humains. Ouais, en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est tu vois quand mon but c'est vraiment quand je joue, je veux partager des moments avec des gens et des moments cool, peu importe le jeu auquel je joue, ce qui est important pour moi c'est les gens qui sont autour. Et c'est pareil pour l'édition, c'est-à-dire que oui, on veut faire les meilleurs jeux et c'est forcément vu que comme tu sais, il y a un souci de rentabilité, il faut que nos jeux fonctionnent, donc on va forcément éditer les jeux qui sont les meilleurs pour nous, hein, donc il y a une sélection à faire. Par contre,
les gens avec qui on travaille, c'est hyper important. Il faut qu'on soit bien avec eux, il faut qu'on ait envie de passer du temps avec. Sinon, ça sert à rien, en fait. Tu vois, il faut qu'on aime bien. Là, forcément, au tout départ, c'était plus facile parce qu'on avait peu de jeux, donc on arrivait vraiment à créer des équipes sur chaque jeu. Il y avait un peu, enfin voilà. Là, forcément, on est dans une routine qui se met en place sur la fréquence des sorties, sur notre cahier. En fait, on a notre planning qui est déjà fait, on sait pourquoi on sort ça, voilà, bref. Et ça, effectivement, ça crée un emballement qui fait que on perd un peu cet aspect très très proche, mais on essaie de travailler souvent avec les mêmes personnes pour garder cet aspect un peu famille quand même qu'on avait créé sur les premiers jeux, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est une question que je me suis toujours posée, parce que je reviens un peu sur le cinéma, quand il y a un film qui sort, eh ben, on essaye souvent de le sortir au bon moment. Ça veut dire, je donne un exemple, de pas sortir en même temps que Spider-Man. Et est-ce que ça se passe aussi pareil dans le jeu de société? Par exemple, si on sait qu'il y a un gros blockbuster, une grosse licence qui va sortir, et que c'est peut-être une mauvaise idée de sortir en même temps que cette licence, est-ce que vous, ou peut-être plus les distributeurs, ont cette réflexion? Alors c'est plus, effectivement, tu as raison, c'est plus ces distributeurs qui ont cette vision-là, donc ils font bien attention. Tu vois, par exemple, nous, chez BlackRock, donc BlackRock, on est, même si c'est le même distributeur, on est en concurrence avec plein d'éditeurs différents. Donc forcément, c'est pas pour les mêmes jeux, c'est pas les mêmes publics, c'est pas tout ça, mais effectivement, eux, ils font attention à ça en mode, là, on a trop de sorties cette semaine, ou voilà, donc on va pas vous faire, on va décaler votre sortie. Ah là, il y a tel éditeur qui a déjà prévu cette sortie à cet endroit-là. Et c'est un jeu qui est un peu proche du vôtre, dans certains peut-être juste au moins la cible, donc faut faire attention à ça, donc on va décaler. Après on n'a pas trop de vision pour les autres distributeurs. Donc si tu veux, en fait, à part si, et encore je regarde vraiment pas, moi je m'intéresse pas trop aux prévisions de sortie des jeux. Donc si Asmodée et Space Cowboy balancent leur triple A au moment où nous on sort le nôtre, moi c'est pas moi qui vais faire attention à ça, quoi. Tu vois. Toi, tu vas plus le côté arty, le côté de bien sortir le jeu, et après le côté cette partie un peu distribution, tu laisses vraiment ça à BlackRock de faire attention à ça. Ok. Après, tu vois, juste me permet aussi, moi je me compare, on est sur une strat qui est pas la même que la strat, tu vois, si par exemple les gars sortent un triple A, ils sont tout en haut, ils ont de la com quoi qu'il arrive, et nous Gros Games, on est on est plutôt dans on est des éditeurs indépendants, et en fait on est une strat inférieure dans le sens où notre communication, elle va être toujours décalée par rapport à ce qu'eux ils font, parce qu'on va pas utiliser les mêmes moyens. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, mais il faut juste être malin, en fait, et il faut rebondir sur les bons cailloux, tu vois. Mais c'est sûr. En plus, mine de rien, c'est vrai que pour pour la création de Gros Game, vous avez, parce que ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait alors, créé en 2018, voilà, créé en 2018 et premier jeu sorti en 2019. C'était quoi? C'était Nidavellir le premier ou non, pas du tout? Dany. Ok. Et parce que Nidavellir, ça a été un peu votre jeu qui a lancé vraiment Gros Game, en tout cas qui a permis d'avoir assez d'économies pour pouvoir vraiment développer la boîte, ou... Non, alors en fait, nous on a eu vraiment beaucoup de chance, c'est que Dany a très bien marché dès le départ. Et en fait, le truc, c'est que par contre, effectivement, tu as le moment où ça fonctionne, et puis après la rentrée de la trésorerie. Donc effectivement, Dany a très bien fonctionné. Après, il a commencé à partir un peu sur l'export, mais on n'avait pas encore gagné l'argent sur ça. Et après, on a eu Super Cats. Et Super Cats, en fait, il a eu un démarrage très doucement, mais en fait, il est parti à fond sur l'export, et on a vendu très vite 30 000 boîtes, allez, à vue de nez comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 30 000 boîtes. Donc ça fait qu'on avait Dany, Super Cats qui fonctionnait très bien. Le truc, c'est qu'effectivement, il nous manquait de l'argent pour lancer la prod de Nidavellir. Donc en fait, on a remis de l'argent sur la société, on a remis 10 000 en mode, de toute façon, là c'est le, on y va, on met sûr tapis, de quoi. Celui-là. Et donc si jamais Nidavellir fonctionnait pas, alors il y allait avoir les rentrées en décalé de Dany et de Super Cats, mais il y avait des chances que ce soit difficile, tu vois. Ok. Du coup, là, l'histoire est belle, parce que Nidavellir, ça a quand même très très bien marché. C'est ça. Et moi en plus, Nidavellir, c'est un de mes jeux préférés. J'adore ce jeu-là. Et mais je l'ai découvert vraiment sur le tard, parce que ça fait moins d'1 an que je le connais. Okay. Mais en fait, j'aime bien la mécanique qui est vraiment novateur, et qui est vraiment
on va dire, j'ai pas l'impression, en tout cas, que dans d'autres jeux, il y a ce côté coin building où tu essayes d'avoir la bonne pièce pour pouvoir te placer et récupérer du coup la bonne carte au bon moment. Et du coup, je le trouve vraiment cool. Et du coup, j'ai vu que vous avez sorti Nain. Ouais. Après, moi, de mon point de vue, après, je sais qu'aussi c'est un hommage, c'est un très bel hommage, parce que c'était à la base il voulait que ça soit il avait préparé, c'était Nain. Après il fallait acheter la licence, fallait acheter qui était à mon avis compliqué à l'époque, mais sur un point de vue purement commercial, après peut-être toi tu as tes réponses, mais j'ai l'impression que c'est étonnant, parce que si t'as Nidavellir, l'utilité, à part si t'es ultra fan de Nain, l'utilité, j'ai l'impression que c'est un peu le même jeu. Alors, je comprends complètement ton ressenti. Alors, je t'explique un peu. Il y a plein. La réponse peut être ultra longue. Alors, on va essayer de faire le assez concis. Déjà, premièrement, effectivement, c'est un hommage. C'est-à-dire que si tu veux que Nain fonctionne ou pas, on en a rien à foutre. C'est-à-dire que on le fait pour Serge. C'est un aboutissement de pouvoir avoir cette licence. Après, c'est une super licence. Ce serait dommage que ça marche pas quand même, parce que pour Soleil, ça nous ferait plaisir aussi qu'on leur montre que quand on adapte un chouette jeu dans un univers aussi chouette, ça fait beaucoup de chouette, et donc ça peut fonctionner. Enfin, l'idée c'est ça. Mais pour te dire, à la base, on y va. On est là pour l'hommage à Serge en premier. Après, en termes de, forcément, quand t'es quand même éditeur, comme tu sais très bien, oui, on fait ça pour Humain, mais il y a quand même une partie où il faut pas qu'on perde d'argent non plus, parce que ça peut être en péril. Oui, vous pouvez pas faire mettre la clé sur la porte non plus. Ouais, c'est ça. Mais donc, ce qui est bien, c'est que déjà, Greux Games a les reins assez solides pour, au cas où, ok, ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois. Mais bon, donc là, Nain, ça fonctionne très bien. Pourquoi ça fonctionne très bien? Parce que en fait, Nidavellir, même s'il a une grosse, il a eu beaucoup de ventes en France, beaucoup de ventes aux États-Unis, et pas mal. Donc là, on a dépassé on est à plus de 100 000 boîtes vendues, tu vois. Oui, c'est quand même c'est un blockbuster, on peut le dire. Pardon, dis-moi. C'est un blockbuster, on veut le dire. C'est une grosse vente. Ouais, c'est super. Nous, c'est notre evergreen, en fait, carrément, hein, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça commence un peu à diminuer. Et en fait, on a plein de partenaires étrangers qui avaient pris Nidavellir. Donc, soit des éditeurs dans ces pays, par exemple, un éditeur en Allemagne qui a pris Nidavellir, qui a fait ses 5000 ou 10 000 boîtes, et puis qui retire pas. On leur propose de retirer quand les extensions qui sortent. Non, ça n'a pas si bien marché que ça, on n'en veut pas. Ok, très bien. Et en fait, la sortie de Nain, ça permet d'aller soit relancer nos partenaires étrangers chez qui le jeu avait très bien fonctionné, et de se dire c'est trop cool, ça permet de relancer la communication et en plus de relancer sur un nouveau jeu. Soit ça permet de dire par exemple dans ce pays là où ils ont bien vendu les boîtes de base, mais ils n'ont pas pris les suites avec les extensions parce que ça n'a pas assez marché, on va demander à un autre éditeur qui se dit que Nidavellir et le concept de Nidavellir c'est super. Ouais, je vois ce que... Et donc ils relancent, tu vois. Et donc là en fait nous on a des partenaires, donc on touche des nouveaux partenaires qui ne connaissaient pas, mais qui se lancent et qui se disent c'est trop cool, je vais pouvoir retravailler Nidavellir, c'est trop chouette. Et on a des gens qui disent Nidavellir, j'en ai vendu des palettes, là ça commence à se réduire, je sors Nain, et du coup ça va revenir, on va voir un peu. Et nous on a vu très bien que sur Nain a super bien démarré, on est hyper content en France, on vous remercie d'ailleurs pour le suivi tous, parce que c'est super. Pour Serge, c'est vraiment très cool aussi. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on a vu que ça a relancé les commandes boutiques de Nidavellir, qui étaient tranquillement en train de décroître, tu vois. Un effet ricochet, du coup. Et donc, tu vois, ça fait des boosts. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu kiffes, moi, je te dis pas forcément d'acheter Nain. Attends de pouvoir y jouer chez un pote qui a pas Nidavellir, qui a acheté Nain, tu y joueras. Et tu verras que tu prendras un plaisir monstre, parce que tu as le concept du coin building qui est toujours là, mais la montée des pièces, les effets des personnages, etc. est différente. Le flow du jeu est différent par les différents pouvoirs, en fait. C'est des ordres. Après, j'avais lu quelque part, je sais plus exactement où, qu'on pouvait mettre Nain dans Nidavellir, qu'on pouvait un peu l'utiliser comme une extension. Ouais. Tout à fait. En gros, alors, c'est pas vraiment. En fait, c'est une des variantes qui permettent de faire ça, parce qu'en fait, j'impose le changement. Par exemple, si tu veux jouer, il faut que tu enlèves les chasseurs et que tu mettes, par exemple, l'ordre du talion. D'accord. Donc, si tu joues avec l'ordre du talion,
tu joueras jamais avec les chasseurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un calcul mathématique qui fait que je dois enlever tant de cartes dans mon jeu de Nidavellir pour inclure l'ordre. Donc en fait, certains ordres ont à peu près le même nombre de cartes. Pour garder un peu l'équilibrage, sinon ça tue l'équilibrage. C'est ça, il faut garantir un équilibrage mathématique des cartes. Après, par contre, derrière, je dois t'avouer que quand tu mélanges Nidavellir et nain, il va se passer des trucs un peu bizarres, mais tout le monde va jouer avec des trucs un peu bizarres aussi. Ouais. Donc ça sera à toi de tirer au mieux, il doit y avoir des trucs très très forts qui vont se créer avec certains combos de héros, mais comme tout le monde a accès à ces héros, en vrai, tout le monde est faire le mieux. Ok, bon bah très cool. J'ai une dernière question du coup pour la présentation, après on va passer du coup à la deuxième partie. Toi okay. en tant qu'auteur, comment travailles-tu tes protos et as-tu des protos on va dire qui sont peut-être prêts à être développés ou en tout cas qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont pas encore sortis? Alors, mes protos, je travaille sur mes protos quand j'ai le temps, et du coup, ça fait que pendant un moment, j'ai pas pu du tout créer. Là, c'est quelques temps, tu vois, avec la sortie de 5 Royaumes et de Strange World, j'ai eu des moments et donc j'avais des envies aussi. Et ça, c'est bien. Ça s'est bien mis ensemble là, pour qu'on puisse sortir ces jeux. En fait, j'ai plein de jeux. En fait, j'ai plein de jeux en développement qui ont été mis entre parenthèses. J'ai un jeu enfant avec Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. J'ai d'autres projets perso. J'ai plein de choses. Donc en fait, moi, j'ai des boîtes avec des bouts de jeux ou des jeux faits, mais où j'ai joué. T'es plus focus sur l'édition que sur ton métier d'auteur. Oui. Ça pardon, redis-moi. Tu es plus focus sur l'édition aujourd'hui, ouais. En tout cas, parce qu'en plus j'ai vu que tu faisais beaucoup de sport, t'es médecin, ouais. Édition, ouais. T'as une famille, il y a que 24 heures dans une journée, donc ça commence à être compliqué, j'imagine. Après, maintenant, mon mode de création a un peu changé, du coup j'intellectualise beaucoup plus. Avant je faisais beaucoup plus de proto, je passais beaucoup plus au papier, donc là maintenant j'arrive plus à réfléchir, à poser mes idées. Et avant j'étais un peu impatient, dès que j'avais une idée j'essayais de la mettre en proto et j'étais déçu parce que ça fonctionnait pas, ou au niveau des sensations, parce que je bosse, moi c'est tout mes ressentis de partie qui sont importantes, et en fait ça matchait pas, donc j'étais un peu déçu et je les mettais de côté, et voilà. Alors que là du coup en fait j'intellectualise plus, je réfléchis plus à certaines mécaniques, à comment je pourrais faire, et quand je suis assez content dans ma tête de ce que je ressens, je les mets en papier, je les mets en proto et je teste. Avant, j'essayais de faire toujours des protos assez jolis, alors que là maintenant je m'en fous, je fais vraiment des protos assez moches. Un proto qui fonctionne, quoi. Ouais, fonctionnel, ergonomique. Et puis voilà. Mais là, oui, j'ai 2-3 projets, j'ai plein d'idées, mais après je me presse pas, quoi. Il y a toujours des gens qui ont des idées mieux que moi, du coup je signe leur jeu. Ouais. mais après, par exemple parce que du coup, par exemple là, 5 Royaumes, tu l'as du coup édité par Gregame, mais est-ce que du coup, parce que du coup tu es éditeur et auteur de ce jeu, mais du coup, parce que je sais que l'éditeur, il a quand même un gros travail dans le développement d'un jeu, on va dire, il questionne l'auteur, il met l'auteur un peu dans ses retranchements, ouais. Il aide aussi à améliorer son jeu, mais vu que toi t'as un petit peu les deux casquettes, est-ce que c'est pas compliqué, ou il y a d'autres personnes du coup qui font ton taf d'éditeur sur tes jeux? Non, alors ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, l'idée c'est que alors moi, je suis vachement à l'écoute des gens. Du coup, quand je crée des jeux et que j'ai fait tester, je fais tester à des gens qui vont me faire des retours pas forcément très sympas, mais que je sais en gros, j'ai dans mon entourage des gens à qui je fais confiance, qui vont me faire leur retour, tu vois, sans très méta, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, avec ça, je vais travailler. Et l'idée, si tu veux, là, pourquoi 5 Royaumes et Strange World sont sortis chez nous, c'est parce que quand on a eu l'idée des Super Mini Box, j'ai eu l'idée de créer ces jeux. Et si tu veux, en fait, dans les jeux que j'avais sourcés, que j'avais regardés, il n'y a rien qu'on a signé finalement. Et on avait cette idée de faire 3 boîtes. Et donc, comme j'avais ces protos et que dans l'équipe, tout le monde disait ok, ils sont trop cool, on les aime, on est parti là-dessus, tu vois. Après, la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est compliqué pour moi d'aller voir d'autres éditeurs en mode bonjour, j'ai un jeu pour vous, etc. En sachant qu'ils peuvent très bien se dire il est con, Flo, il a qu'à se démerder à l'éditer, quoi. Ouais.
Après, je suis en train de voir pour travailler avec d'autres co-auteurs. Et dans ce cas-là, c'est plus dérangeant qu'on aille trouver d'autres éditeurs parce qu'en fait, je suis plus tout seul sur le projet, donc ça a plus de sens, j'ai l'impression. Voilà. D'accord. Bon bah cool. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui est un peu le concept du podcast, qui est premier lancé. Premier lancé. Oui, c'est son premier lancé. On va essayer de trouver des jeux que de chaque instant un peu de ta carrière et même de ta vie de joueur. Okay. Du coup, comme bon, ça tu m'as déjà répondu à la première, ton premier lancé, du coup tu m'as dit que c'était Catan, c'était le premier jeu qui t'a un peu fait rentrer dans le jeu de société moderne. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont été marquants dans ta vie de joueur? Après il y a le premier jeu que j'ai acheté qui a été vraiment marquant pour plein de choses parce que le thème, parce que j'ai vécu des super trucs autour de la table avec ce jeu, même si ce jeu il est détesté par des milliards de personnes. Non, c'est London 1888, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, ça me dit rien du tout. Alors London 1888, attends, je te regarde vite fait là. C'est un jeu de Damien Maric, c'est illustré par Stéphane Cotte et en fait c'est vraiment ultra classe ce qu'il a fait. C'est une sorte c'est du graphisme avec il tord des photos en fait, etc. C'est édité par Necocorp. C'était une maison d'édition qui faisait des jeux de rôle à la base et qui s'était lancée dans le jeu de société. Et donc dans London 1888, ton but c'est d'arriver à trouver qui est Jack l'Éventreur autour de la table. Donc on joue chacun un personnage historique de cette période-là. Et en fait, en fonction de qui sera Jack l'Éventreur autour de la table, il y aura des complices obligatoires ou des complices facultatifs. C'est-à-dire qu'en gros, quand Jack l'Éventreur est trouvé, si par exemple c'est le prince d'Angleterre, le médecin du roi il est obligé d'être son allié et de l'aider à s'échapper ou à se suicider. Et si par exemple t'es un gars lambda, je sais pas qui, tu auras peut-être le choix entre de dire tout de suite si tu l'aides à s'échapper ou si tu deviens un complice ou si tu deviens dans les gars qui doivent l'arrêter, quoi. Donc tu vois, il y a un petit twist qui se crée qui est assez cool. Il y a plein de petits défauts dans le jeu, dans le plateau où l'ergonomie est pas folle. Mais moi, en fait, le jeu il m'amenait tellement à chaque fois dans des parties rigolotes et dans des trucs un peu sympas que les défauts, je les oublie, quoi. Et donc après, pour moi, un jeu, des fois il y a des jeux qu'on aime aussi par ses défauts. Il y a des jeux qui ont des défauts et on les aime parce que ce défaut il te ramène du sel et du coup tu t'apprécies le jeu pour ses défauts même si tu sais qu'il a un défaut. Et y a-t-il aussi d'autres jeux qui ont marqué peut-être des instants de vie ou des choses par exemple moi je sais que j'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire. Moi Unlock, il y a une grande histoire parce qu'on jouait à Unlock avec ma femme quand elle a eu ses contractions et on est parti directement à l'hôpital pour la naissance de mon fils. Et du coup, c'est un jeu qui est marquant pour moi parce que il est en corrélation avec cette histoire. Je sais pas si toi, t'as des jeux comme ça ou pas forcément. Alors non, j'ai pas des jeux de style. J'ai rien qui me vient en tête. Moi, par exemple, quand ma femme a eu ses contractions, j'étais en train d'autopsier. Ah oui. Pas d'autopsie. Du coup, tu vois. Tu joues à Docteur Mabou, peut-être, c'est ça. Non, après en autre jeu, j'ai Ghost Stories par exemple qui est un jeu ultra marquant. Donc c'est un jeu d'Antoine Boza illustré par Pierrot que t'as reçu, je crois, oui, en c'est podcast. Et c'est édité par RepoProd. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est un des premiers jeux que j'ai vraiment connu en tant que en état de prototype. Et j'ai fait des dizaines de parties de prototype sur ce jeu. Et j'ai pu voir en fait comment Antoine l'a fait évoluer, l'a travaillé, l'a présenté aux éditeurs. Et je me rappelle d'un truc vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est que on avait fait des dizaines de parties. Le jeu on connaissait sur le bout des doigts, tout était carré. Enfin, moi j'ai l'impression que le jeu il était fabuleux. Enfin, c'était très bien. Et en fait, il le montre aux personnes de RepoProd qui signent le jeu, je crois, et qui lui disent bon bah c'est cool, maintenant on va vraiment se mettre à le bosser ou un truc dans ce style-là, tu vois, en mode c'est parti pour le développement, tu vois. Alors que moi j'avais l'impression que le jeu était déjà ok, quoi. Ouais. Et après franchement ils ont fait un boulot de fou.
des retours ultra pertinents. Enfin, tu vois, c'est ça que tu vois la différence entre le. Moi, j'ai beaucoup appris à ce moment-là, de voir comment de loin Repoprod avait travaillé, avait fait les retours, comment Antoine avait continué à travailler le jeu, et c'était, pour moi, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu dans le monde du jeu pour ça, en fait, pour tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, puis la joie immense de voir Ghost Stories prendre vie, de sortir, c'était fou, quoi. C'était vraiment trop bien, quoi. Ok, cool. Et du coup, dans ta ludothèque, est-ce qu'il y a un ou plusieurs jeux pour lesquels tu te débarrasseras jamais parce que c'est soit des Madeleines de Proust ou soit ils ont une histoire particulière, tu les aimes, on va dire un peu comme des objets d'art sans forcément que ça soit des meilleurs jeux, mais que ces jeux-là, tu pourras jamais t'en débarrasser? Ouais, alors moi quand même, il faut que le jeu, j'y joue. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça a beau être le meilleur jeu du monde, si j'y, enfin, en gros, j'ai beau avoir un affect pour un jeu, si j'y joue pas, l'affect va vraiment diminuer. Donc dans ce type de jeu que j'ai, moi c'est Too Many Bones. C'est un jeu c'est notre jeu phare avec ma femme. Tu vois, on y joue hyper régulièrement. Là, c'est un petit moment qu'on va y retourner, mais en gros, c'est un jeu. On a fait plus de 50 parties. Je l'ai acheté à sa sortie en 2017. Tu vois, et en fait, donc on devait aller c'était à Essen. En fait, c'était à Essen. Céline devait venir, et puis elle n'a pas pu venir malheureusement parce que la grossesse se passait mal. Donc j'y suis allé tout seul, et puis je me rappelle, je vois cette boîte immense, et je lui dis là, si j'achète, elle coûte super cher, elle est super grosse. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop envie de. Et elle me dit bah vas-y tente. Et en fait, quand je l'ai ramené, on a commencé à y jouer et on n'a jamais rien lâché, quoi. Ce jeu, il est fou, quoi. Je sais pas si tu connais un peu le principe. Non, pas du tout. En gros, c'est un jeu de Ship Theory Games. C'est un jeu d'aventure coopératif qui joue de 1 à 4. Et en fait, tu as un gearlock. Donc, tu es un petit être avec des grandes oreilles, une sorte entre un gobelin et un elfe. Okay. Et chacun a son personnage. Tu choisis un personnage parmi plein de personnages disponibles, et ils sont asymétriques, mais puissance 1000, quoi. Donc en fait, ton but, c'est de développer ton personnage, d'arriver à comprendre comment il fonctionne, de bien gérer ses pouvoirs. Et c'est un jeu d'aventure où tu vas progresser sur une carte, et tu vas avoir des rencontres où tu vas faire du coup des bagarres sur un champ de bataille, et tout est en jetons de poker, tout est très chouette. Tu vois des piles de jetons de poker, tu t'affrontes, tu lances des dés, tu as des compétences, tu as plein de choses, et ton but c'est d'optimiser tout ça, et c'est vraiment ultra plaisant, quoi. Et ça, il est sorti en magasin, parce que en tout cas quand tu me racontes, ça fait très jeu Kickstarter. Alors c'est un jeu Kickstarter à la base, sorti je pense que c'était en 2016 le Kickstarter, sorti en 2017 au final, et en fait Lucky the Games a fait une VF l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Donc voilà, mais c'est une tuerie, ce jeu. Ok. Et du coup, en ce moment, je sais pas si t'as le temps de jeu, quel est le jeu que tu sors le plus en ce moment? Alors, en ce moment, en fait, ça dépend si je te dis si c'est en famille ou si c'est avec mes potes. En famille, mon fils, il a bientôt 7 ans, et on joue beaucoup à Dungeon Mayhem. Cette année, on a beaucoup joué à Dungeon Mayhem. Dungeon Mayhem, c'est un jeu dans l'univers de Donjons et Dragons. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Dungeon Mayhem, c'est un jeu de Jordan Comar, Roscoe Wetlofer, et en fait, c'est Wizard of the Coast qui a fait ça. Il y a plein d'illustrateurs différents, en fait. À chaque boîte, il y a des illustrateurs différents. Et en fait, l'intérêt de ce jeu, c'est un pendant ta bouche, hein. Tu joues des cartes, et ton but, à ton tour, tu joues 2 cartes, et tu fais les effets des cartes, et ça va être. Attends, tu joues 2 cartes ou une carte? Non, tu pioches une carte, tu joues une carte à ton tour. Et ces cartes, en fait, elles vont toi te permettre de taper les autres, soit de reprendre des points de vie, soit de te protéger, soit c'est des éclairs, de rejouer des cartes en plus. Et c'est juste le concept, il est tout bête, mais en fait, c'est vraiment très cool, quoi. C'est un exact, hein, prend dans ta tête, hyper cool, hyper efficace, hyper rapide, et on joue ça assez souvent. Sinon aussi, on joue pas mal à Vampire Village de Studio H en famille. C'est un jeu de Maxime Rambourg, et les illustrateurs, ils ont fait un boulot monstre. Je sais plus qui c'est les illustrateurs, je vais regarder, attends. Putain, ils sont trop cool. Je l'ai pas là. Je sais pas si tu... Attends, je vais regarder. J'aime bien savoir qui est. Vampire Village, c'est
C'est Jérôme Le Reculé et Guillaume Tavernier, les illustrateurs. Et franchement, moi, ce jeu, je l'aime bien parce qu'en fait, il est tout simple. Mais je sais pas si tu vois le principe, tu draftes ton village, tu draftes des cartes, tu crées ton village. Et à la fin, tu draftes des monstres que tu envoies chez tes copains, chez ton gars à droite, ton gars à gauche. Et une que tu gardes pour toi de cartes. On fait ça 2 fois. Et en fait, on se fait attaquer par des sorcières d'un côté, des vampires de l'autre, des loups-garous au-dessus. Et ton but, c'est que ton village soit le moins détruit possible parce que c'est tes villageois qui font tes points de victoire en fin de partie. En gros. Et franchement, ce jeu, il est trop rigolo, on se marre bien. Et sinon, il y a Ethnos, que je joue pas mal en ce moment. C'est un jeu de Paolo Mori, illustré par John O. C'est un jeu de Majo, avec un petit côté collection de cartes. Et ça, c'est vraiment parfait. En famille, là, on s'amuse trop à ce jeu. Et sinon, attends, je regardais juste. Ouais, sinon, avec les potes, en ce moment, c'est Caravan Creature, jeu de Ryan Locat. Ça, j'en ai entendu parler, j'ai jamais joué, mais j'en ai entendu parler de ce jeu. Tu t'en as entendu parler? Ouais, Caravan Creature, j'en ai entendu parler. J'ai jamais joué à ce jeu, mais j'en ai entendu parler. Pour l'instant, tu me donnes que des jeux, je sais pas si c'est un peu, mais que des jeux que je connais pas du tout. Pourtant, je connais quand même pas mal de jeux. Pas de soucis, mais on va dire, c'est très cool. C'est aussi pour ça que je fais ça, c'est pour découvrir des petites pépites ou des petites choses qui sont un peu en dehors des radars ou qui sont un peu moins connues. Donc c'est super cool. Bon, c'est cool. Bon, donc, Caravan Creature, c'est un jeu qui vient de sortir là. Enfin, c'est un KS, il est sorti en boutique récemment. C'est Ryan Locat, designer, et il y a Ryan Locat qui est aussi l'artiste. Il peint, il fait ses dessins. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu construis ton tableau, mais tu as aussi un aspect course. J'aime bien ce côté. Donc, en gros, tu pars avec un petit wagon, tu dois traverser une plaine complète en faisant gaffe aux zombies. Et à ton tour, tu lances 5 dés, t'actives des cartes, t'achètes de nouvelles cartes, et tu continues comme ça à faire des trucs. T'as le droit d'avoir max 12 cartes dans ton tableau, mis à part certaines règles qui vont te permettre d'en avoir plus, certains effets. Mais voilà, et en fait, on enchaîne les parties, ça va vite. Je trouve ça très très chouette. Bah, j'ai l'impression, en tout cas, de les jeux que tu me dis, que t'aimes beaucoup le Kickstarter. Et vous, chez Greux Game, vous n'avez pas l'envie ou l'intention d'en faire? Après, j'ai l'impression que c'est un autre métier, c'est autre chose encore. D'accord. Ouais, c'est pas le même métier, je trouve, de faire des Kickstarter. Après, non, nous, on n'est pas tenté par le crowdfunding. Pour l'instant, jamais. Là, on n'a jamais été trop tenté là-dessus. Moi, j'aime bien le Kickstarter parce que c'est des jeux qui prennent des risques, en fait. C'est des jeux qui prennent des risques par une direction artistique, par certaines règles, et en fait, oui, tu risques de tomber sur un jeu pas fini. Ça c'est sûr, ou un jeu où tu te dis j'ai dépensé autant d'argent pour ça, mais je trouve que quand même il y a des belles propositions, il y a des super choses à découvrir, et voilà. Moi j'essaye quand on essaie en fait avec la direction artistique, souvent avec ce qu'on propose avec Greux Games, on essaie de proposer des directions artistiques des fois un peu plus osées, qui permettent justement de retrouver cette liberté artistique qu'on retrouve aussi dans les KS, qu'en boutique souvent tout est un peu aseptisé, un petit peu tout pareil, et les gens nous disent non mais là faut pas faire ça, faut faire un peu comme ça, là, à la mode en ce moment c'est plutôt ça. Ouais, ben j'ai pas envie de faire ça. Après voilà. Ok. Et y a-t-il une nouveauté que t'attends, que ça soit chez Greux Game ou chez n'importe qui ou... Non, après, je vais pas parler forcément de Greux Games, parce qu'on a déjà parlé, mais non, je suis pas trop les sorties. J'ai pas trop d'attentes sur les jeux des autres. Mais en fait, je me hype assez vite. Donc, si tu vois, j'arrive à Cannes, je me dis, ce jeu est sorti, pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, là, je sais même pas ce qui va sortir. J'ai pas du tout d'idées sur le planning des autres éditeurs ou sur les... Non, rien qui me hype de plus que ça. Ok, bon bah cool, en tout cas la deuxième partie est terminée. Il y a du coup une dernière question qui est plus un petit jeu qui est la troisième partie, qui va durer peut-être 5-10 minutes. Et du coup je repitch la troisième partie, c'est tu arrives sur une île déserte, tu peux prendre 5 jeux, pas un de plus. Il y a peut-être d'autres naufragés, peut-être d'autres tout seuls, on sait pas. Et du coup, quel jeu prendrais-tu ? Alors, Too Many Bones, déjà de base. Je pense que je vais me noyer en essayant de l'amener, mais Too Many Bones. Dwellings of Elderval, je sais pas si tu connais ça aussi. Non, ça me dit rien.
C'est un jeu de... Comment il s'appelle? Luc Laurie. C'est Luc Laurie, je crois. Dwellings. Ouais, c'est Luc Laurie. Et en fait, c'est un jeu. Ils ont tenté de faire un... Il me semble qu'ils ont tenté de faire un Kickstarter, enfin, ou en tout cas un financement participatif, Lucky the Games, pour le faire en VF. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors que pourtant, le jeu, c'est vraiment une tuerie. Je l'avais repledgé j'ai tout en VO, j'avais repledgé en VF, tu vois. Non, c'est vraiment un super jeu. Après, donc, attends, Dwellings of Elderhal. J'en suis à 2 déjà. Blood Rage. Blood Rage, c'est quand même de la balle. Tac. Je mettrai Dungeon Mayhem pour jouer avec mon fils, obligé. J'en suis à combien là? 4. 4. Il me reste un 5e, c'est ça? Exactement. J'hésite. Allez, Dominant Species. C'est de la balle, ça aussi. Ok. Bon bah cool. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé avec nous. Et Merci à toi. si t'as un mot de la fin ou quelque chose ou rien, c'est bien aussi. Hein. Ouais, non, faites-vous plaisir, amusez-vous, profitez de vos proches, la vie est cool, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est son premier lancé.